Un meurtrier court en liberté et la ville est terrifiée. Voici l'anthropologue judiciaire et auteur Dennis Foley. On n'avait jamais commis de tels meurtres à Albany. C'était horrible. Cela s'était produit dans un magasin d'articles religieux. On avait presque décapité cet homme, et la femme avait de multiples blessures de couteau à la poitrine. Une rumeur circule selon laquelle ce meurtre a été motivé par des croyances religieuses. La police d'Albany doit découvrir la vérité. Des agents trouvent de nouveaux témoins. Deux itinérants. Dans l'État de New York, un double meurtre crapuleux plonge deux familles dans le désarroi et fait craindre le pire à une voyante. Je savais qu'il tuerait encore, et j'avais peur qu'il s'en prenne à moi s'il apprenait que j'avais participé à l'enquête. En Oklahoma, un voyage en famille tourne au cauchemar quand les enfants disparaissent. Terrifiés, les parents cherchent de l'aide auprès d'une voyante. J'avais déjà travaillé sur des affaires sordides, mais l'histoire de cet enfant m'a mise en lambeaux. Elle m'a déchiré le cœur. Lorsque les indices sont rares et que les enquêteurs ne trouvent pas de réponse satisfaisante, ils ont parfois recours aux témoins de l'étrange. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Albany, dans l'État de New York. 23 novembre 1976. C'est la veille de l'Action de grâce. Dans un secteur délabré du quartier des affaires, Oscar Ramsey entre dans le magasin d'articles religieux appartenant à sa famille. Son fils Curtis devrait y travailler avec Deirdre Upton, une employée de longue date. Dans la salle de bain, il aperçoit quelqu'un couché par terre. Il ignore de qui il s'agit et ce qui a pu se passer. Il n'est pas rare que des itinérants entrent dans le commerce. Oscar avise la police. Il croit qu'un itinérant est malade dans la salle de bain. Jim Candlin, enquêteur au service de police d'Albany, est l'un des premiers à arriver sur les lieux. C'était un homme d'âge mûr. On lui a demandé de nous raconter ce qui était arrivé. Il a déclaré qu'il était confus et il a ajouté « Je ne sais pas qui se trouve dans ma salle de bain, mais je crois qu'il est malade. C'est peut-être un itinérant. » Je suis alors allé dans la salle de bain et je me suis placé au-dessus du corps qui gisait là en l'éclairant avec ma torche électrique. Le chef de la police m'a alors demandé « Qu'est-ce que c'est, Jim ?» J'ai dit « Il est mort. » On lui avait tranché la gorge d'une oreille à l'autre et poignardé à maintes reprises à la poitrine. Oscar ne s'est pas rendu compte que c'était le corps de son fils, Curtis Ramsey, âgé de 55 ans. Et ce n'est pas la seule victime. J'ai fait le tour et j'ai constaté avec horreur qu'il y avait un autre corps. C'était la femme qui travaillait dans ce magasin. Elle gisait sur le sol de l'arrière-boutique où l'on gardait les fournitures. Elle avait aussi reçu de multiples coups de couteau à la poitrine. Elle semblait toute frêle. Il s'agit de Deirdre Upton, l'employée du magasin, âgée de 62 ans. Mais qui peut bien avoir commis ces meurtres? Je suis alors sorti et j'ai demandé à une femme qui se trouvait là si elle avait vu quelque chose. Elle avait vu un homme assez costaud courir dans la rue un peu plus tôt, qui transportait quelque chose dans ses mains. C'était un paquet taché de sang. Il s'était rendu jusqu'à Broadway, où il avait jeté quelque chose dans une poubelle avant de poursuivre son chemin. Selon la femme, c'était un homme de race noire, grand et costaud. Mais elle n'a pas eu le temps de voir son visage. Dans la poubelle, parmi les détritus, les enquêteurs trouvent un ornement sacerdotal et un gant. Ils sont couverts de ce qui ressemble à du sang.
Juste à côté, il y a d'autres taches de sang. L'assaillant s'était évidemment coupé. Quand on poignarde quelqu'un à plusieurs reprises avec un couteau, il arrive qu'on frappe un os et que notre main glisse abruptement du manche à la lame. Apparemment, c'était ce qui lui était arrivé. Les enquêteurs suivent les traces de sang, mais la piste se termine brusquement. Ils font alors appel à l'unité canine. C'est un crime atroce, une attaque sauvage par un meurtrier armé d'un couteau. Et quel peut bien être le mobile de ce crime? Le tiroir caisse du magasin est ouvert, mais il n'y manque que quelques dollars. On lance un chien pour tenter de retracer le meurtrier. L'animal suit une piste sur plusieurs rues. Il s'arrête près d'un détaillant de meubles. Les policiers interrogent les employés. Ils déclarent tous n'avoir rien vu d'anormal. Sans aucun autre indice, les enquêteurs se mettent alors à vérifier tous les dossiers des crimes de même nature, comme nous le raconte le procureur Saul Greenberg. On nous a demandé de leur fournir les noms des ex-détenus libérés depuis peu. On voulait connaître leur mode d'opération et la nature de leurs crimes. Un agent de probation appelle la police pour fournir une piste prometteuse, comme se le rappelle l'enquêteur en chef Richard Gannon. Quand on a entendu parler de ce magasin de meubles, on s'est souvenu qu'un ex-détenu du nom de Lemuel Smith travaillait à cet endroit. Lemuel Smith, âgé de 37 ans, a passé plusieurs années en prison pour avoir commis des crimes violents. Mais depuis peu, il en est sorti. Il a été libéré quelques mois plus tôt et jusqu'à maintenant, il a eu un comportement irréprochable. Il coopère avec la police. Il déclare qu'il mangeait en compagnie de 2 amis au moment du meurtre. Plus tard, ses amis corroborent ses déclarations. On cherche des traces de coupures sur ses mains. Les policiers croyaient que pour avoir saigné autant, la coupure devait être assez profonde. Or, ils n'ont vu aucune coupure sur les mains de Smith et ils ont par conséquent rayé son nom de la liste. Un meurtrier court en liberté et la ville est terrifiée. Voici l'anthropologue judiciaire et auteur Dennis Foley. On n'avait jamais commis de tels meurtres à Albany. C'était horrible. Cela s'était produit dans un magasin d'articles religieux. On avait presque décapité cet homme, et la femme avait de multiples blessures de couteau à la poitrine. Une rumeur circule selon laquelle ce meurtre a été motivé par des croyances religieuses. La police d'Albany doit découvrir la vérité. Des agents trouvent de nouveaux témoins. 2 itinérants qui affirment avoir vu un homme sortir en courant du commerce. Cet homme, selon eux, ne ressemble pas du tout au premier suspect, comme nous le raconte l'enquêteur en chef Richard Gannon. Ils ont vu un homme blanc sortir du magasin. Celui-ci se déplaçait vite. Il courait dans la rue. Les témoins connaissent l'homme. C'est Freddie Baker, un autre itinérant. Celui-ci jure qu'il n'est pas l'auteur des meurtres. Une fois sobre, l'itinérant a subi le test du détecteur de mensonges, test qu'il a réussi. Mais on a toutefois prouvé qu'il s'était bien trouvé dans le magasin. Baker déclare qu'il est entré ce jour-là pour acheter une carte de vœux pour sa mère.
Il a alors entendu du bruit dans l'arrière-boutique. Il a vu cet homme immense qui, selon ses propres termes, avait des yeux diaboliques. Il a fait demi-tour et il est sorti pour s'enfuir au plus vite en courant. La description de l'homme qu'il a vu mène de nouveau la police à Lemuel Smith. Au même moment, le labo obtient les résultats des analyses. Le sang du meurtrier est du groupe O, soit le même que celui de Smith. Les analyses ont permis de découvrir un autre détail étrange. On a trouvé des poils de lama sur la scène du crime. On utilise ce genre de fourrure dans des tissus d'ameublement et Smith travaille pour un détaillant de meubles. Bien qu'intéressants, ces indices ne suffisent toutefois pas pour effectuer une arrestation. Un mois après le double homicide dans le magasin, on trouve le corps d'une jeune femme dans le même secteur, la gorge tranchée. Voici le procureur Saul Greenberg. En raison des ressemblances avec les meurtres précédents, il nous est apparu que le même individu pouvait avoir commis ce crime. Une fois encore, on ne trouve guère d'indices. Le chef adjoint de la police d'Albany décide de tenter une nouvelle approche et il appelle la voyante Anne Fisher. Il ne savait plus que faire et il a décidé de faire appel à cette médium. Le chef de la police ainsi que les sergents étaient tous méfiants. Ils trouvaient que c'était un manque de professionnalisme de sa part, mais ils se sont ralliés à sa décision parce qu'ils n'avaient rien à perdre. Anne accepte d'accompagner les enquêteurs sur la scène du crime. Ils étaient prêts à tout. Ils ne savaient plus que faire. Je crois qu'ils avaient entendu parler de moi et qu'ils se sont dit que je pouvais peut-être les aider. La voyante demande aux policiers de ne rien lui dire de l'affaire. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il y a eu mort d'homme. Quand je suis entrée, c'était horrible. Elle voit le meurtrier. Pour moi, cet homme était venu vendre quelque chose car il avait besoin d'argent. J'ai alors vu cette femme refuser de lui acheter cette chose. Il est devenu furieux. Il l'a traînée de force dans l'arrière-boutique et l'a poignardée à 15 reprises. Anne sait exactement à quel endroit Deirdre a été tuée. Pendant qu'il la tuait, le propriétaire est entré. Il a tenté de l'arrêter, mais il s'est alors fait tuer lui aussi. Elle a dit qu'il avait pratiquement été décapité, même si les journaux n'en avaient pas fait état. Les enquêteurs lui demandent alors de décrire le meurtrier. J'ai dit, il a environ 40 ans, il est noir et mesure environ 1,80 m. Puis, Anne reçoit des images confuses. Elle voit parfois deux meurtriers. Le deuxième assaillant est plus petit. Elle le voit perpétrer les mêmes crimes sous le regard de l'homme imposant. Toutefois, le deuxième assaillant n'est pas toujours là. Anne ne sait que penser de ces visions. L'action se poursuit à l'extérieur. Anne voit un meurtrier, parfois deux s'enfuir. Elle indique dans quelle direction ils sont partis. Je suis sortie dans un état second. J'ai pointé du doigt vers la gauche et je suis partie dans cette direction. La voyante se rend sans hésiter à l'endroit où l'on a découvert les indices. Elle dit que l'auteur des meurtres a jeté des vêtements maculés de sang dans la poubelle. Anne conduit ensuite les enquêteurs sur la piste qu'ils ont prise plus tôt en suivant les traces de sang. J'étais à moitié en transe. Je pouvais marcher, discuter avec les policiers et répondre à leurs questions, mais simultanément, je voyais et je ressentais beaucoup de choses. Elle s'arrête devant un immeuble en particulier et déclare que le suspect vit ou travaille dans ce secteur. J'ai dit, c'est un bâtiment vert tout près d'ici, j'en suis sûre.
Elle voit alors l'immeuble. C'est précisément là que travaille le suspect Lemuel Smith. Puis, la nature des visions d'Anne se met à changer. Et elle se met à voir le futur. J'ai alors dit, vous allez le capturer, mais je crois qu'avant, il va tuer une femme. Ne dites à personne que j'ai participé à cette enquête. Je ne veux pas être sa prochaine victime. La voyante sait que le meurtrier n'en a pas encore terminé. Mais il lui est impossible de savoir à qui il s'en prendra. Suite à un double homicide à Albany, dans l'État de New York, la médium Anne Fisher a des visions qui impliquent le suspect Lemuel Smith. Elle voit toutefois aussi un deuxième assaillant. Elle prédit que le meurtrier attaquera de nouveau. L'enquêteur en chef, Richard Gannon, croit que Smith est coupable, mais il doit le prouver. Nous étions tous persuadés de sa culpabilité, il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais nous devions mettre la main sur des indices qui prouveraient qu'il était l'auteur des crimes. Six mois s'écoulent sans progrès. Puis, vint le 22 juillet 1977. Dans la ville voisine de Schenectady, on découvre le corps de Janet Tolliver, âgée de 22 ans. Celle-ci a également été tuée de violents coups de couteau. Une fois encore, on ne trouve aucun indice solide. Un témoin affirme avoir vu Lemuel Smith près de la victime peu de temps avant sa mort. Les policiers ne trouvent toutefois rien qui puisse démontrer qu'il est impliqué dans l'affaire. Un mois plus tard, un avocat s'inquiète du retard de sa secrétaire. Elle n'est pas revenue après le lunch et pourtant, elle est normalement très fiable. Il appelle ses parents sans attendre. Malgré l'inquiétude de sa famille, la police ne peut ouvrir d'enquête car la disparition ne remonte qu'à quelques heures. Parmi les amis de cette famille, il y avait de nombreux usagers de radio CB. Ils se sont organisés pour diffuser l'annonce de sa disparition toutes les 15 minutes avec la description de sa voiture. Étonnamment, leur tactique porte fruit. Un automobiliste qui a entendu le bulletin aperçoit la voiture de la secrétaire et contacte aussitôt la police à l'aide de sa radio. À l'intérieur, les policiers trouvent la secrétaire et Lemuel Smith. Il se trouvait du côté du passager. Il a déclaré à la police qu'il était avec sa fiancée et qu'il se dirigeait vers Albany. Mais la version de la jeune fille diffère. Elle dit que Smith l'a enlevée et agressée et qu'il l'a obligée à conduire. Ils ont alors arrêté Smith. Finalement, Lemuel Smith ne sévit plus dans les rues. Et les policiers trouvent des indices. Un enquêteur de Schenectady qui examine les photos du crime de Janet Tolliver remarque quelque chose. On a relevé ce qui ressemblait à des marques de dents sur la peau. On a alors fait des moulages de la dentition de Lemuel Smith. Un odontologiste judiciaire compare les moulages aux traces de morsures. Ils correspondent parfaitement. On a ainsi pu le faire inculper. Smith est accusé du meurtre de Tolliver. Quand les policiers l'incarcèrent, ils remarquent quelque chose qui avait échappé aux enquêteurs, comme nous le raconte l'auteur Dennis Foley. Au début, les policiers lui avaient examiné les mains. Ils avaient regardé les dessus et ensuite les paumes, mais ils n'avaient pas pensé en examiner les côtés. Pourtant, il y a bien une cicatrice. Il s'était coupé près de la jointure.
Les enquêteurs interrogent alors Smith sur le double homicide du magasin d'articles religieux. Il reconnaît y être allé. Mais les déclarations qu'il fait ensuite sont très étranges. Lemuel Smith n'a jamais reconnu avoir commis ces homicides. Il a dit qu'ils avaient été commis par son frère, John, sous ses yeux. Il a déclaré qu'il avait bien tenté de l'arrêter. Finalement, il s'était contenté de regarder son jeune frère commettre ces meurtres. La voyante a bien vu un autre assaillant lors de sa transe, mais elle n'a pas su comment interpréter cette vision. Les policiers apprennent alors que le frère de Smith est mort alors qu'il était enfant. Comment peut-il avoir été mêlé à ces meurtres? Cela ne se peut que dans l'esprit de Lemuel Smith. Les enquêteurs croient que celui-ci rejette mentalement sa culpabilité et Kahn aurait perçu cette dualité chez lui. Smith raconte pourquoi il est entré dans le magasin. Cette déclaration correspond à la vision d'Anne. Lemuel Smith peignait beaucoup. Il a voulu vendre ses toiles au magasin d'articles religieux parce que ses peintures avaient un caractère spirituel, même si elles avaient également un aspect plutôt inquiétant. La police croit qu'il a perdu la tête quand les propriétaires ont refusé de lui acheter ses œuvres. Lemuel Smith a été condamné à 25 ans de prison pour chacun des meurtres du magasin. Il a écopé d'une autre peine d'incarcération de 10 à 20 ans pour avoir attaqué la secrétaire. Quant au meurtre de Janet Tolliver, la famille de la victime a refusé de porter plainte pour s'éviter un procès pénible. Smith ne quittera jamais la prison de sa vie grâce en partie à une voyante. Anne Fisher a été celle qui a identifié Lemuel Smith. Elle a également fourni des informations selon lesquelles le suspect tuerait de nouveau, laissant ainsi entendre aux policiers qu'il s'agissait d'un tueur en série. Anne Fisher a aidé la police d'Albany car elle leur a montré qu'ils étaient sur la bonne voie. Ils ont ainsi pu arrêter le tueur en série et le mettre derrière les barreaux. En Oklahoma, cette fois-ci, ce sont les éléments déchaînés qui sont meurtriers. Une voyante devra tenter d'établir un contact avec une fillette terrifiée. La petite ville de Davis est nichée au cœur des collines du sud de l'Oklahoma. On y trouve l'un des sites de baignade les plus prisés au pays, le parc de Turner Falls. L'été, des familles d'un peu partout viennent se tremper dans ces eaux fraîches. Pour aller à Turner Falls, les voitures doivent traverser Honey Creek, un ruisseau qui, à cet endroit, est un filet d'eau. La crique confère beaucoup de charme à l'endroit en temps normal. Le 8 juillet 1994, la famille Sadler se rend à Turner Falls pour le week-end. Les deux enfants, Nathan et Wendy, n'ont jamais fait de camping auparavant et ils sont ravis. Dans la soirée, les Sadler se réchauffent tous ensemble devant un feu de camp. Perclus de fatigue, suite à la baignade et aux randonnées de la journée, ils vont se coucher. À 1 heure du matin, ils sont toutefois réveillés par un violent orage. À 3 heures du matin, l'eau inonde la tente. Inquiets, les Sadler décident de partir à la recherche d'un motel à Davis. En arrivant à Honey Creek, le ruisseau ne ressemble plus à un mince filet d'eau.
Des eaux sombres recouvrent toute la route et il est impossible d'en évaluer la profondeur. Monsieur Sadler tente de passer par le côté en espérant que tout ira bien. Mais ce qui s'apprête à arriver à sa famille ne pourrait être plus tragique. À Turner Falls, le voyage de camping des Sadler prend une tournure tragique quand un violent orage s'abat sur la région. Pour se rendre à un motel, la famille veut traverser en auto un ruisseau qui inonde la route. Mais dans l'obscurité, M. Sadler ne voit pas les torrents d'eau qui se déversent. Tout à coup, le courant soulève la voiture et la pousse de côté. Lentement, mais inexorablement, le courant entraîne la voiture hors de la chaussée en direction du torrent. Par chance, un employé du terrain de camping assiste à toute la scène et il appelle la police de Davis. Les agents en poste accourent vers le site. Ils fouillent les lieux du regard et repèrent enfin la famille. La voiture termine sa course au milieu de la crique, où le niveau de l'eau monte très vite. L'eau empêche les Sadler d'ouvrir les portières. Un agent rejoint courageusement la voiture pour en sortir les occupants. Mais le courant, qui est de plus en plus puissant et assourdissant, entraîne la voiture à 100 mètres en aval. Les agents tentent de se repositionner pour le sauvetage. Des campeurs arrivent alors sur les lieux, prêts à faire n'importe quoi. Mais cela ne suffit pas. Monsieur Sadler parvient à s'extirper par la fenêtre et tente de libérer sa famille. Le puissant courant l'arrache toutefois à la voiture et l'entraîne en aval. Il disparaît dans la nuit. Le torrent déferle et pousse de nouveau la voiture. Les sauveteurs voient impuissants la famille disparaître, entraînée par les eaux. Quelques minutes plus tard, d'autres policiers et des pompiers arrivent sur les lieux. Ils doivent trouver une façon de sauver les Sadler. Voici le chef adjoint, Daryl McCurtain, de la police de Davis. C'était vraiment difficile. On devait se déplacer à travers des buissons, des arbres et des pierres. Il pleuvait et c'était au beau milieu de la nuit. La voiture a disparu. La première bonne nouvelle arrive quand M. Sadler est rejeté sur les bords de la rive. Mais il ignore où se trouvent sa femme et ses enfants. La petite équipe de sauvetage se déploie en aval, attentive au moindre signe d'un des membres de la famille, comme se le rappelle le chef des pompiers, Norman Shiplett. On a entendu des hurlements près de Blue Hole et l'on s'est dirigé de ce côté-là. Elle se trouvait sur la rive est de la crique. C'est Madame Sadler. Elle est blessée, désorientée et seule. Elle s'est alors mise à crier que ses enfants avaient disparu. Elle dit que le courant lui a arraché ses enfants des bras. Au moins, ceux-ci ont pu sortir de la voiture avant qu'elle ne coule au fond de l'eau.
On croyait qu'ils étaient toujours en vie parce qu'ils étaient jeunes et qu'ils avaient sans doute tout fait pour garder la tête hors de l'eau et pour rejoindre la rive. Des ambulanciers transportent les parents d'urgence à l'hôpital. Pendant ce temps, les pompiers et la police poursuivent les recherches. On nous avait donné la description de leurs vêtements. On a marché sur les berges en espérant qu'ils avaient trouvé un endroit sûr. Les équipes fouillent toute la nuit. Mais on ne trouve aucune trace des enfants. À l'aube, la pluie cesse, mais l'endroit est toujours dangereux. L'eau continuait de monter et c'était de plus en plus profond. Comme c'est souvent le cas dans un tout petit ruisseau comme ça, le courant est très rapide. Les sauveteurs sont résolus à trouver les enfants coûte que coûte. Ils étudient le courant en échafaudant un plan méthodique. Notre but, c'était de situer l'endroit où se trouvaient les enfants. On a donc constitué les équipes de recherche. On ne pouvait pas fouiller partout dans la crique le premier jour. On ne pouvait que la longer, le courant y étant trop fort. Ils espèrent trouver les enfants sur la rive, frissonnants et mouillés, mais toujours en vie. L'équipe de sauvetage s'agrandit jusqu'à atteindre près de 100 personnes. Il y a des volontaires civils et des policiers des comtés voisins. Malgré leurs efforts, une autre nuit s'écoule sans qu'on ait pu retrouver les enfants. Le deuxième jour, plus de 200 personnes sont à l'œuvre. C'est énorme, compte tenu de la population de cette petite localité. Je travaillais à ce poste depuis 20 ans et je n'avais jamais rien vu de tel. On n'a jamais effectué des recherches de cette ampleur. Participent maintenant aux recherches la Garde nationale d'Oklahoma et la patrouille des autoroutes de l'État. C'était incroyable de voir l'aide qui venait de toutes parts et les volontaires qui se sont mis à travailler en équipe. On a assigné différentes tâches à différents services de police. La façon dont les gens communiquaient ensemble et s'aidaient était tout à fait remarquable. La crue a entraîné avec elle des centaines d'effets personnels de campeurs, ce qui ralentit les recherches. Il y avait tant de choses dans la crique. Des tentes, des vêtements, des glacières et autres objets du genre. On a dû effectuer notre travail à travers tout cela. Et chacun de ces objets peut avoir un lien avec les enfants disparus. On pouvait trouver un vêtement ou une poupée, et cela ravivait nos espoirs. Et puis, finalement, on apprenait que ce n'était pas à eux. On a eu de faux espoirs comme ça tous les jours. Dès que le courant est moins fort, les plongeurs du parc national examinent les bassins les plus profonds. Au milieu de la deuxième journée de recherche, ils trouvent la voiture. Imaginez une voiture entraînée par la force de l'eau et qui se heurte aux pierres et tout le reste. Elle était en piètre état. Toutes les vitres étaient cassées et le toit était renfoncé. Les sauveteurs sont réconfortés de voir qu'il n'y a pas de cadavre dans la voiture. Quand l'eau disparaît enfin, ce ne sont que monceaux de broussailles et de bois morts un peu partout. Le troisième jour, on fait une découverte macabre. Quelqu'un de la Garde nationale nettoyait la crique. C'était à environ 3 ou 4 kilomètres de l'endroit où la voiture était tombée. Il s'est mis à crier pour qu'on vienne l'aider. Il s'agit du corps de Nathan Sadler. Je pense que cela leur a fichu un coup parce que le garçon était mort.
Les Sadler ont perdu leur fils. Bientôt, ils demandent l'aide d'une personne dotée de pouvoirs paranormaux pour retrouver leur fillette. J'ai alors ressenti sa peur. J'ai ressenti toute sa frayeur à cause du bruit assourdissant de la tempête et des arbres qui craquaient en tombant. J'ai ressenti le terrible isolement que vivait cet enfant. Après que la voiture des Sadler a été emportée par un torrent, les parents se retrouvent sains et saufs sur la rive, mais leur fils est trouvé mort. Sa sœur, Wendy, n'a toujours pas été retrouvée. Le chef adjoint, Daryl McCurtain de la police de Davis, sait toutefois que Wendy a de meilleures chances que son petit frère d'être encore en vie. Elle était plus âgée que lui et nageait mieux. Cela pouvait lui avoir permis de se mettre en sécurité. C'est le chef des pompiers, Norman Shiplett, qui dirige les recherches. J'ai assuré les parents que je n'abandonnerai pas. Je ferai tout pour retrouver leur fillette. On espérait la trouver, errant seule quelque part. Mais l'espoir des sauveteurs s'amenuise à mesure que les jours passent. Découragés, de nombreux volontaires doivent reprendre leur vie normale. Les Sadler ne peuvent renoncer tant qu'ils n'auront pas trouvé Wendy, vivante ou non. Après une semaine effroyable, Madame Sadler obtient le numéro d'une voyante qui a aidé d'autres familles à trouver des enfants disparus. Elle appelle Sally Heading, qui vit à San Francisco. Il vivait une anxiété intolérable. Et je crois que c'est pour ça qu'ils m'ont appelée. Je représentais leur dernier espoir. Sally contacte le chef adjoint McCurtain pour lui proposer son aide. Quand elle m'a dit qu'elle était voyante, j'ai eu des doutes. McCurtain ne révèle aucun détail de l'affaire. Sally, de son côté, lui raconte ce qu'elle a vu. Elle a commencé par me décrire le terrain. Elle a décrit aussi Norman Shiplett, le chef des pompiers. Elle m'a dit que je travaillais en relation étroite avec lui et elle m'a parlé des caractéristiques particulières du terrain le long de la rivière. C'était très convaincant. Et qu'en est-il de Wendy? Sally lui apprend alors que, selon elle, la fillette est morte. Mais elle ne peut pas voir l'endroit où se trouve son corps. Elle promet de le rappeler très vite. Elle doit d'abord se concentrer sur ses visions. J'aime me trouver dans une pièce paisible pour pouvoir relaxer et permettre à mes visions de se produire. Au début, Wendy a trop peur pour entrer en contact avec elle. Je parlais à cette petite fille et je n'obtenais pas de réponse. Je me suis alors dit que si elle ne venait pas à moi, je ne saurais jamais où elle se trouvait. Je n'avais pas le moindre indice et ça me décourageait. Finalement, je lui ai dit que sa maman pleurait sans arrêt et que si elle me montrait où elle était, ses parents pourraient alors l'enterrer et ça les aiderait à moins souffrir. Il fallait qu'elle me fasse confiance et qu'elle s'éloigne de la lumière. Je lui ai promis que je ne lui ferais aucun mal. Elle pourrait ensuite retourner dans la lumière et tout irait pour le mieux. Et alors, j'ai senti cette odeur très particulière que dégagent les enfants qui jouent dehors quand il fait chaud, à la fois douce et musquée. J'ai ensuite ressenti sa peur, toute sa frayeur à cause du bruit assourdissant de la tempête et des arbres qui craquaient en tombant. J'ai ressenti le terrible isolement qu'elle vivait. Ça m'a déchiré le cœur. Après tout, elle n'était qu'un bébé, elle avait l'âge de ma petite fille. La fillette demande enfin l'aide de Sally. Avant de me dire où elle était, elle m'a montré un collier avec une croix ornée de diamants. Sa grand-mère lui avait promis de le lui donner pour son 16e anniversaire. Elle voulait l'avoir tout de suite pour qu'on le mette dans son cercueil avec elle. Je lui ai promis que cela serait fait.
Sarli appelle ensuite Madame Sadler et lui demande si on a promis à Wendy un collier avec une croix ornée de diamants. Sa mère s'est alors effondrée et elle m'a révélé que c'était le bijou de sa mère à elle et qu'elle avait promis de le lui donner pour ses 16 ans. Sarli établit de nouveau un lien avec Wendy pour lui dire qu'elle aura son collier comme promis. Maintenant, Wendy doit l'aider à trouver son corps. Elle m'a alors pris la main et m'a emmenée avec elle près de la rivière pour me montrer où elle était. C'est elle qui me l'a montré. Sur la rive droite, j'ai aperçu la coque d'une embarcation en bois. À environ 50 mètres de là, j'ai vu un ponceau. La jeune fille lui montre ensuite un endroit précis entre la coque du bateau bleu et le ponceau. Sarli comprend que Wendy lui montre l'endroit où se trouve sa dépouille. Elle ressent alors une tristesse énorme. L'histoire de cet enfant m'a mise en lambeaux. Elle m'a déchiré le cœur. La voyante appelle le chef adjoint de la police, Daryl McCurtain. Je lui ai dit que son équipe devait se rendre dans un autre comté, qu'il n'était pas allé assez au sud. Sarli lui parle alors des points de repère que Wendy lui a décrits. Je lui ai indiqué de chercher la coque d'un bateau bleu sur la rive droite. Puis, à 50 mètres de là, un ponceau de béton. Il trouverait son corps entre les deux. McCurtain décide de courir le risque et suivre les indications de la voyante. On n'a pas mis de côté ces renseignements, on les a pris en considération. Les recherches reprennent et David Walter, le gouverneur de l'Oklahoma, se joint au groupe et met à sa disposition d'autres ressources de l'État. Il tient un point de presse en compagnie du chef des pompiers, Norman Shiplett. Il a tenté de susciter davantage d'intérêt pour que le plus grand nombre de gens participent aux recherches de cette fillette. Ensuite, il a dit « Montez avec nous en hélicoptère, on va scruter l'endroit du haut désert. » L'hélicoptère se dirige vers le sud, dans le comté voisin, comme Sarli l'a indiqué. On a parcouru près de 12 km en aval de la rivière. Le pilote d'un avion de la patrouille des autoroutes nous a signalé quelque chose au détour de celle-ci et voulait qu'on s'y rende. Mais l'hélicoptère ne peut guère s'approcher. On est descendu le plus possible et l'on a cru voir ce qui ressemblait à un bout de jambe. Des sauveteurs à bord d'hydroglisseurs se rendent à toute vitesse sur les lieux et trouvent le corps. C'était une fillette adorable. Elle m'a profondément touchée. À l'étonnement de tous, l'endroit correspond exactement à ce qu'avait précisé Sarli. La dépouille de Wendy se trouve entre un bateau bleu et un ponceau. Comment expliquer qu'il nous ait décrit ce bateau bleu près de la rivière et que, de fait, nous ayons trouvé ce bateau? C'était incroyable. Ça vous donne des frissons dans le dos de penser que cette personne, qui se trouvait à plus de 3000 km, ait pu fournir de telles précisions. Je prie pour que cette famille s'en remette. C'était une tragédie horrible à traverser, vraiment horrible. Sarli sait de quoi elle parle, car elle aussi a déjà perdu un enfant. Monsieur et Madame Sadler peuvent enfin laisser leurs 2 enfants reposer en paix. Dans notre société, nous avons besoin de tourner la page après un grand malheur si nous voulons poursuivre notre route. On ne se remet jamais tout à fait d'un tel drame, car c'est impossible à oublier. Mais on apprend à vivre avec cette perte. Je crois que nous avons tous la capacité de tirer des leçons de ces tragédies et d'en sortir grandis.
Ensuite, on peut venir en aide aux autres et devenir plus attentionné, plus empli de compassion. Notre conscience se fait plus sensible aux autres. Le chef adjoint, Daryl McCurtain, est reconnaissant à Sally pour l'avoir aidé à trouver les enfants qu'ils ont cherchés si longtemps. Si un jour je me retrouve avec un cas de personnes disparues comme cette affaire-ci, je vais sûrement demander l'aide d'un médium. 11 ans se sont écoulés depuis ce drame et j'ai encore la carte de visite de Sally avec moi. Ces deux histoires ne pourraient être plus différentes. D'un côté, un tueur en Syrie en liberté, laissant derrière lui une piste de sang et de mort. Et de l'autre, une tempête qui arrache 2 enfants à leurs parents. Mais dans les 2 cas, les familles ont été déchirées et la police était prête à tout pour les aider, même à avoir recours au service d'une voyante.